De vous à nous. De vous à nous. De vous à nous. Votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine avec un invité en studio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois encore pour ce rendez-vous de décryptage de l'actualité sociopolitique de vous à nous, après quelques jours de pause. Ce dimanche 20 août 2023, c'est une éminente personnalité du monde du droit et de la scène politique béninoise que nous recevons dans ce studio. Et comme c'est la tradition, sur cette émission, pendant une cinquantaine de minutes, nous allons recueillir son avis sur plusieurs sujets brûlants tant au plan national qu'international. N'allez pas chercher loin. Il s'agit de M. Théodore Olo, né le 15 avril 1948 à Porto-Novo. Juriste, professeur des universités et homme politique, notre invité de ce jour a plusieurs fois été ministre de la République, président de la Haute Cour de justice pendant 4 ans et président de la 5e mandature de la Cour constitutionnelle. Et c'est avec plaisir que nous le recevons ce matin. Monsieur Olo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur PIS FM. Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité d'échange. Alors, la toute première question, le professeur Olo est-il dans une retraite paisible ou encore studieuse? Vous savez, quand on parle de retraite, ça voudrait dire qu'on avait une activité professionnelle pour laquelle on a rempli le temps nécessaire de travail. Ça ne veut pas dire que la vie intellectuelle cesse pour autant, puisque actuellement je suis souvent sollicité comme expert, aussi bien par les Nations Unies, puisque j'ai été expert de l'aménagement pendant 6 mois au Mali. Je suis invité à des colloques, à animer des séminaires, et évidemment nous avons des occasions d'échange, étant donné que je suis membre aussi de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ce qui veut dire que la réflexion intellectuelle continue. Mais je suis retiré aujourd'hui de la vie politique. C'est peut-être là que vous pourrez parler de retraite. Mais quant à la réflexion, puisque je suis d'abord professeur, je suis retraité de l'enseignement à l'université, mais je ne suis pas retraité de la vie intellectuelle. Alors professeur, dites-nous comment vous vous sentez aujourd'hui après avoir occupé autant de hautes fonctions d'État et d'être à la retraite, justement? C'est un plaisir pour moi d'avoir servi la République, parce que lorsqu'on occupe cette fonction, ce n'est pas pour son propre bien-être. C'est parce qu'on estime qu'on a des compétences et qu'on peut être utile à la République. Et j'espère avoir donné satisfaction à ceux qui m'ont fait confiance en me confiant ces responsabilités. Donc je suis heureux d'avoir eu cette opportunité de servir au-delà de l'université mon pays et peut-être aussi le continent africain, puisque j'ai assumé des fonctions qui m'ont permis de rayonner au-delà des frontières nationales, puisque le ministre des Affaires étrangères s'occupe des relations avec l'extérieur, et j'ai été ministre des Affaires étrangères au moment où le Bénin était président d'exercice aussi de la CEDEAO, ce qui m'a permis, par exemple, lorsqu'il y avait la guerre au Libéria, d'avoir été le premier ministre des Affaires étrangères à intervenir sur ce conflit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et impliquer ainsi les Nations Unies dans le déploiement des Comores, puisqu'il était constaté qu'il y avait une atteinte à la paix dans la sous-région, donc le chapitre 7 des Nations Unies pouvait s'appliquer. Et c'est avec la présence du président Soglo de la CEDEAO que effectivement les Nations Unies étaient impliquées et ont adhéré à cette démarche. Sinon, c'était limité simplement à la CEDEAO. Alors, professeur, vous suivez depuis peu l'évolution de l'actualité, de la crise au Niger et les différentes décisions prises par la CEDEAO. Comment analysez-vous cette situation? Je suis un démocrate dans l'âme. Je suis contre toute violence. Je suis contre le coup d'État. Je voudrais rappeler que la démocratie, comme le disait Churchill, est peut-être le pire des systèmes, mais on n'en connaît pas de meilleur, parce que c'est le régime politique qui permet au peuple d'être réellement souverain. Évidemment, on définit globalement la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Moi, je dis que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par ceux à qui le peuple accorde sa confiance pour un temps déterminé à travers des élections libres, transparentes,
inclusive, sincère, régulière, pour œuvrer pour la prospérité collective dans le respect de la dignité et des libertés fondamentales des citoyens. Donc, la démocratie, c'est pas simplement conquérir le pouvoir par les urnes, mais aussi travailler pour la prospérité collective et garantir les droits fondamentaux des citoyens. Notre Constitution parle de l'adhésion du peuple pour l'émergence d'un État de démocratie pluraliste et d'un État de démocratie pluraliste et d'un État de droit. Si la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, à savoir que la source du pouvoir, ce n'est pas la force, ce n'est pas les armes, mais c'est la volonté librement exprimée dans les urnes par le peuple souverain. L'État de droit est la garantie des libertés fondamentales et le juge est appelé à sanctionner ces violations et ces décisions doivent être obéies. Voilà pourquoi certains font le pléonasme en parlant de l'État de droit démocratique. Donc État de droit et démocratie vont de pair. Et par conséquent, lorsqu'il y a des crises dans certains pays, il existe des mécanismes pour régler de façon juridique ou politique ces tensions sans qu'on ne soit appelé à recourir à la force. Et je pense que le Bénin en est une illustration. Si vous prenez l'histoire de notre pays de 1960 à 1990, vous allez constater qu'aucun pouvoir n'est allé au terme de son mandat. Le président Maga, paix à son âme, est arrivé au pouvoir en 1960 avec comme vice-président Apiti pour un mandat de 5 ans. Il y a eu manifestation parce qu'un député a été assassiné, Bouiki. En 63, le 28 octobre, à la suite de cette manifestation, il y a un coup d'État. Mandat donc interrompu. C'est ça. Le colonel Soglo a pris le pouvoir, les élections ont été organisées à nouveau et à pitié du président de la République en 64 avec Aoumandébé comme président du Conseil et vice-président pour un mandat de 5 ans. En 65, parce qu'il y a eu tension entre Apiti et Aoumandébé, coup d'État. Le général Soglo est arrivé en 65. En 67, les jeunes cadres de l'armée ont fait un coup d'État au général Soglo. Et on a fait appel au président Zissou qui est arrivé au pouvoir en 68 et en 69, qui a été renversé par un coup d'État. Le Conseil présidentiel a été mis en place qui devait aller de 1970 à 1976. Le président Maga a fait son mandat de 2 ans. Il a fini en mai 72, dont le témoin au président Aoumandébé qui devait aller de 72 à 74 et à Piti de 74 à 76, paix à leur âme. Mais dès le 26 octobre 1972, le président Aoumandébé a été victime d'un coup d'État. Le PRPB est arrivé dans la foulée et la tension dans le pays n'a pas été réglée par un coup de force, mais par la mobilisation des populations grâce au travail souterrain des communistes et de certains partis communistes et la détermination de certains syndicats qui par leur grève ont paralysé le pays. Ce n'est pas par la violence que le changement de gouvernement est intervenu. Il y a une concertation dans le cadre de la conférence nationale souveraine qui a pris des décisions exécutoires et il y a eu un consensus qui a été dégagé sur le modèle de gouvernement que nous devons avoir, à savoir retour à une démocratie libérale, puisque n'oubliez pas qu'avec le PRPB, nous étions dans un État à orientation socialiste. Exactement. Donc rupture avec le marxisme-léninisme, retour au libéralisme et les mécanismes de régulation de conflits avec la création d'une cour constitutionnelle qui doit s'assurer de la conformité des lois à la Constitution, qui est le garante des droits fondamentaux des citoyens, qui est le juge du contentieux électoral et qui est aussi le régulateur du fonctionnement des institutions politiques et des activités des pouvoirs publics. Ce qui fait que, à partir de 1990, nous avons eu des gouvernements qui sont toujours allés au terme de leur mandat. Et un président peut être en exercice et perdre les élections. En 91, le président Kérékou, candidat à sa propre succession, a été battu, il est parti. En 96, le président Soglo est arrivé, j'étais membre de son gouvernement, nous avons été battus. En 96, nous sommes partis. Le président Kérékou est revenu par les urnes, alors qu'il était venu en 72 par les armes. Il a fini ses 2 mandats, il est parti. Le président Yvonne est arrivé, il a fait ses 2 mandats, il est parti, mais il a soutenu un dauphin, Lionel Zissou, mais qui n'a pas été élu, mais qui a reconnu sa défaite et qui a assisté à l'investiture du président Talon qui a été élu en 2016.
Et ces élections étaient toujours inclusives. C'est ça qui garantit la stabilité dans un pays et assure la légitimité des gouvernants. Car sans stabilité, il ne peut pas avoir de développement. Donc vous allez constater que le retour à la démocratie et l'existence d'un organe régulateur évite que l'armée ne soit l'arbitre du jeu politique. C'est ça. Si vous vous souvenez, je crois qu'en 1995, à la suite de la dévaluation du franc CFA, le gouvernement du président Soglo a pris certaines mesures sociales. Augmentation des bourses des étudiants, des pensions de retraite, des salaires. L'Assemblée nationale, qui vote le budget, a augmenté le taux prévu par le gouvernement. Il y a une tension. C'est la Cour constitutionnelle qui a tranché, cette fois-ci en donnant raison au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui détermine et met en œuvre la politique de la nation, et le budget est un mécanisme de mise en œuvre de cette politique. L'Assemblée s'est inclinée. Et si vous vous souvenez, en 1994, traditionnellement, comme héritage de la colonisation française, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Étant donné que l'opposition était majoritaire au Parlement, ils ont décidé de créer une commission électorale nationale autonome pour confier l'organisation des élections, non plus à l'administration, non plus au gouvernement, mais une administration autonome. Le président Soglo a demandé une deuxième lecture de cette loi. Ça a été confirmé. La Cour constitutionnelle a été saisie parce qu'il y avait des accords. Les militaires ne sont pas formés pour diriger une république. Les militaires sont aptes, et c'est leur mission, et c'est leur compétence. Ils sont entraînés pour ça, pour défendre le territoire, garantir l'intégrité du territoire. Et notre constitution prévoit que si les militaires veulent faire de la politique, quand ils veulent être candidats à l'élection présidentielle, quand ils veulent être candidats à la députation, ils quittent l'armée. Parce qu'il y a la crainte que le militaire au pouvoir aura tendance, s'il est toujours dans les forces armées, à utiliser la force pour faire imposer sa volonté, oubliant que c'est la volonté du peuple qui doit inspirer l'action du gouvernement et donner sa légitimité au gouvernement. Donc ces mécanismes nous ont permis d'avoir des élections inclusives, d'avoir une situation apaisée, d'avoir la cohésion nationale et la paix sociale, ce qui garantit les investissements utiles pour le développement. Nous ne pouvons pas nous développer sans faire appel, comme le font la plupart des États, à des investissements extérieurs. Et les gens ne viendront investir dans votre pays que lorsqu'il y a la paix et la stabilité. Et c'est pour cela que je suis personnellement contre la violence, je suis contre les coups d'État, que ce soit des coups d'État, parce que le coup d'État est d'abord une rupture de l'ordre constitutionnel. Et le coup d'État peut être le fait des militaires, donc un pouvoir, une autorité constituée, puisque l'armée fait partie de ces organes. Comme le coup d'État peut être le fait également des autorités politiques. Donc une révolution peut entraîner un changement de l'idée de droit. Et par conséquent, cette idée de droit sera à la base de la nouvelle constitution qui sera adoptée. Cuba a fait une révolution en 1959, a adopté une nouvelle constitution. La troisième condition, c'est lorsqu'il y a un coup d'État. Parce que le coup d'État, c'est d'abord la rupture de l'ordre constitutionnel. Le militaire qui a fait le coup d'État suspend la constitution, suspend les organes et maintenant met en place d'abord une charte quelquefois et ensuite une constitution pour indiquer les règles de fonctionnement du nouveau pouvoir politique dont il s'est accaparé. Quatrième situation de naissance, d'adoption d'une nouvelle constitution, c'est la conférence nationale souveraine, comme nous avons eu à le faire en 1990. Ça n'a pas été une révolution, ça a été un dialogue entre les principaux acteurs politiques qui ont convenu d'un nouveau modèle d'organisation du vivre ensemble dans l'harmonie, puisque la Constitution est d'abord le statut de l'État, même si elle définit les règles de dévolution et d'exercice du pouvoir, même si elle est inspirée par une certaine conception du vivre ensemble, c'est d'abord le statut de l'État. Ces conditions ne sont pas réunies. Un président se lève pour dire bon, maintenant cette constitution-là ne me plaît plus, j'adopte une nouvelle constitution, comme ça on me remet les compteurs à zéro et je peux à nouveau être candidat à l'élection présidentielle. Parce que très souvent, lorsque les gens n'ont pas la possibilité d'avoir le pouvoir par les unes, ils sont tentés de recourir à la violence et c'est ça qui entraîne également des crises. D'où le respect de la limitation des mandats qui contribue à garantir la stabilité
l'immunité. Ou alors, bien qu'on ait promis de respecter la Constitution et bien que la Constitution ait dit qu'on ne peut pas reviser la limitation des mandats, on décide malgré cela de reviser la Constitution et de supprimer la limitation des mandats. Et comme ça, on s'éternise au pouvoir. Cela aussi constitue un coup d'État qu'on doit pouvoir dénoncer et ne pas simplement se limiter au coup d'État effectué par les militaires. Donc voilà mon opinion par rapport à la question du coup d'État au Niger. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on ait assisté à une paralysie de l'État. Et lorsqu'il y a paralysie de l'État, c'est généralement la juridiction constitutionnelle qui est habilitée à régler le problème. Car vous vous souvenez que dans les années 2008-2009, quand Tandia a voulu proroger ce mandat de 3 ans, et Tandia, la Cour constitutionnelle s'y est opposée. Il a dissous la Cour constitutionnelle, il a fait son référendum pour avoir sa nouvelle constitution, il a mis en place un conseil constitutionnel. Quelques temps après, c'est lui-même qui a été renversé par un coup d'État. S'il n'avait pas commis cette forfaiture, il aurait fini ses 2 mandats, il serait parti. Vous prenez mon ami Alpha Condé, qui m'honore de son amitié parce qu'il est mon aîné. Il est promotionnaire du président Dosso Robert. Il fait 2 mandats, il a fait la prison, il a lutté contre Sékou Touré, contre Lansana Conté. Il sera devenu l'icône de la République et de l'Afrique de l'Ouest. Il trouve que non, la constitution là est mauvaise, il modifie cela, il adopte une nouvelle constitution pour faire un 3e mandat, renversé par un coup d'État. Alors qu'en Afrique australe, quelqu'un de ce Mandela, il a fait 27 ans en prison. Il aurait pu dire, maintenant que je suis arrivé au pouvoir en 1994 par les urnes, je vais rattraper le temps perdu, mourir au pouvoir. Les gens ne trouveraient peut-être pas à redire. Mais la Constitution n'a pas prévu la limitation des mandats. Il a fait un mandat de 4 ans. En 1998, il était heureux de quitter le pouvoir et de partir. J'avais accompagné le président Soglo qui dirigeait la délégation de l'OUA d'observation, la mission d'observation de ces élections. Il nous a reçus. Nelson Mandela a reçu le président Soglo que j'accompagnais. Et il nous racontait la vie qu'il va mener après son départ du pouvoir. Il était vraiment un homme heureux et libéré. Aujourd'hui, tout le monde parle de Nelson Mandela. Même les présidents américains qui constituent la première puissance du monde, quand ils vont en Afrique du Sud, on veut aller s'incliner sur la tombe de Nelson Mandela. On n'a pas besoin de faire 1000 ans au pouvoir pour rentrer dans l'histoire. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de tension qui pouvait justifier, à mon avis, un coup d'État au Niger. De la même manière, par rapport au Mali, par rapport au Bamako, j'avais le sentiment, je ne vis pas au Niger, mais j'avais le sentiment qu'il y avait une plus grande efficacité dans la lutte contre le djihadisme. Des pans du territoire n'étaient pas contrôlés par les djihadistes, à la différence de ce qui se fait malheureusement au Mali et au Burkina Faso. Ce qui veut dire que de ce point de vue, il y avait quand même un effort pour garantir la sécurité de la population par le pouvoir civil. De la même manière, je crois qu'il y avait un taux de croissance qui était utile. Aujourd'hui, les gens évoquent les conditions dans lesquelles Bazoum a été élu. L'alternance a été un changement au sein du même parti, le PNDS. Il n'y a pas eu alternance au niveau des forces politiques exerçant le pouvoir et que Bazoum ne serait là que comme un guignol manipulé par le président Issoufou Mahamadou. C'est possible, je n'en sais rien, mais il y avait une certaine stabilité politique qui ne justifiait pas un coup d'État. Et s'il y avait des tensions, il fallait mettre en œuvre des mécanismes de régulation de ces tensions. Je ne souhaite pas que nos conflits soient réglés par la force. Je souhaite que ce soit le droit qui inspire les mécanismes de résolution de nos conflits et que les perdants acceptent aussi la décision de la juridiction constitutionnelle, même s'ils ne sont pas d'accord. Je vous ai rappelé le cas et de l'Assemblée nationale et du président Soglo au Bénin, où l'Assemblée désavouée par la Cour constitutionnelle, le président Soglo désavoué aussi par la Cour constitutionnelle, a
ou de la Sénat par exemple, ont accepté leur décision et de la Cour. Ça a sauvegardé la paix, à mon avis, dans le pays. Et si vous vous souvenez, en 2010, lorsqu'il y a eu l'EPI, il y avait un refus de l'opposition de faire inscrire ces militants sur la liste électorale permanente d'informatiser, puisqu'ils avaient appelé les militants à boycotter l'inscription. Il y avait eu tension, les anciens présidents de la République, le clergé sont intervenus, un consensus qui a été accepté également par l'opposition, conduite à l'époque par l'Union fait la Nation. Le délai d'inscription sur la liste a été prorogé. L'Assemblée a voté en conséquence une loi en conséquence que la Cour, dirigée par le président Dossou-Robert, justement de cette Cour, a validé. Il y a eu une évaluation, un audit du fichier électoral à la demande de l'opposition par l'UIF, ce qui a été fait, même s'ils n'ont pas eu accès aux serveurs de peur qu'il y ait des manipulations. Et l'opposition est allée aux élections. Donc ils ont accepté ce règlement à l'amiable plutôt que de dire armée au pouvoir, armée au pouvoir. Parce que quand l'armée arrive au pouvoir, comme l'a rappelé, et je le dis toujours, le ministre de l'Intérieur du général Seglo, Philippe Ao, en décembre 65 à Porto-Novo, le pouvoir est comme le sein d'une femme. Quand on se met à le têter, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Il a dit en Fombé. Je vous le traduis en français. Pour dire que le militaire qui arrive au pouvoir, il n'a pas envie de le lâcher. Quand les militaires sont arrivés en 72, le but était la faillite économique, la violation systématique des libertés fondamentales et la mobilisation de la population avec la grève des syndicats. Les militaires sont encore au pouvoir, alors qu'on les a de pouvoir pour un temps déterminé sur la base de la confiance du corps électoral donné grâce à des élections libres, transparentes, inclusives, sincères et crédibles. Merci en tout cas, Président, pour cette piqûre de rappel de l'histoire. Vous parliez tantôt de la situation au Niger. Quelle lecture faites-vous de la position justement de la CEDEAO? Je dois rappeler que quand la CEDEAO avait été créée en 1975, à l'initiative essentiellement du Nigérian Gowon et du Togo Yacoub Gowon et du Togolais Yadema Nyasimbe, c'était pour l'économie. La guerre au Libéria, avec l'intervention des forces de la CEDEAO, essentiellement les troupes maliennes, ghanéennes, nigériennes et guinéennes essentiellement, l'intervention de l'ECOMOG a amené les chefs d'État et le Bénin président à l'époque, la CEDEAO, a estimé que l'intégration économique ne peut pas se limiter simplement à l'économie, il faut partager des valeurs politiques communes. Cela s'est traduit d'abord par la révision du traité en septembre 1993 au sommet de la CEDEAO qui a eu lieu à Cotonou. De la même manière, il y a eu des chartes, des protocoles additionnels, des mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits. Il y a eu deux protocoles sur lesquels je vais mettre l'accent. Je crois qu'il y a un protocole de 2000 adopté à Lomé en 2021, si mes souvenirs sont exacts. Protocole dont la rédaction avait été confiée au doyen de Dossou-Robert et j'ai fait partie avec des Sierra-Léonais, des Nigérians, des experts désignés par la CEDEAO pour valider ce protocole qui indique que les militaires doivent avoir le droit de vote. Le Sénégal avait fait de la résistance parce que l'histoire du Sénégal fait que les militaires n'ont pas le droit de vote. Mais dans ce protocole, ceci a été écrit. C'est déjà un pas dans le champ politique qui va au-delà de l'économie. Il y a eu la tentative de la limitation des mandats par un protocole. Il y avait eu la résistance du Togo et de la Gambie de Yaya Jammeh à l'époque, ce qui fait que ça n'a pas pu être signé. Ça a été relancé et c'est le Togo toujours, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui s'y étaient opposés pour montrer qu'il y a une démarche pour ne pas se limiter simplement à l'aspect économique. Il faut avoir des valeurs politiques communes, à savoir la démocratie. La CEDEAO a envoyé aussi des troupes lors de la guerre civile aussi en Sierra Leone. Je crois qu'en 2017, quand Yaya Jammeh n'a pas voulu reconnaître les résultats des élections, de l'élection présidentielle qu'il a perdu, c'est l'intervention des forces de la CEDEAO qui a permis qu'il quitte le pouvoir et qu'il a trouvé refuge en Guinée équatoriale. Et quand il y a eu la tentative de coup d'État également en Guinée-Bissau, il y a eu la présence de la force de la CEDEAO conduite essentiellement par les Sénégalais pour essayer de rétablir l'ordre. Ce qui veut dire que
il y a une tradition au niveau de la CEDEAO d'entrer, de recourir quelquefois à la force armée pour rétablir ou pour préserver l'ordre constitutionnel. Mais le recours à la force doit être l'ultime recours après l'échec de la diplomatie. Il faut d'abord y avoir épuisé toutes les voies de la diplomatie, parce que lorsque vous rentrez en conflit, et le cas du Libéria l'a prouvé, le conflit peut tuer un temps que vous n'allez pas maîtriser. Et c'est des pertes de vie humaine. Or, nous devons préserver la vie. Voilà pourquoi personnellement, je suis contre la violence, je suis contre la guerre. On sait quand est-ce qu'on entre en guerre, on ne sait pas quand est-ce que la guerre finit. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est la tendance qui semble émerger de plus en plus. Il faut d'abord épuiser toutes les voies de la diplomatie et constater l'échec de la diplomatie avant de recourir à d'autres moyens. Et j'espère que le bon sens interviendra pour que les compromis nécessaires soient trouvés, pour que la formule qui a toujours marché pour la CEDEAO puisse donner ses résultats. Parce que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO s'interpose pour un coup d'État. Quand vous vous souvenez, quand Amani Touré a été victime à quelques semaines de la fin de son mandat, la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Ce qui fait que le militaire a dû renoncer au pouvoir et c'est le président de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, qui a assuré la transition. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta, toujours au Mali, à la suite de manifestations, puisque la Cour constitutionnelle a invalidé les résultats des élections législatives qui étaient favorables à l'opposition, il y a eu une manifestation, les religieux, dont l'imam Diko, se sont intervenus et les militaires en ont profité pour faire un coup d'État. La CEDEAO est intervenue pour dire que la transition doit être dirigée par un civil. C'est Goïta qui a fait le coup d'État, mais c'est un civil qui a dirigé la transition. Il est vrai, quelques mois après, je crois que c'est 6 ou 8 mois après, au mois de mai 2021, Goïta fait un coup d'État au président et en exercice pour prendre la tête du pouvoir, alors que déjà une transition avait été négociée avec la CEDEAO pour qu'au bout de 2 ans, le pouvoir soit retourné aux civils, qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Donc ces pressions de la CEDEAO ont permis de ne pas aller à la guerre, mais de trouver un compromis pour organiser la transition et accompagner la transition. Lorsqu'il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, ça a été la même démarche, à savoir, je crois que c'était Issoufou Mamadou qui était le médiateur de la CEDEAO. Un compromis a été trouvé pour une période de transition et retour à l'ordre constitutionnel, sans qu'on ait été obligé de recourir à la force. Il est vrai, la répétition du coup d'État peut devenir agaçant, mais nous devons être des responsables et estimer qu'il faut d'abord épuiser toutes les voies de solutions pacifiques avant de penser à recourir à la force. Parce que n'oubliez pas qu'avec les frontières artificielles liées à la colonisation, quelquefois c'est les mêmes peuples qui se retrouvent de part et d'autre de la frontière. Ça se voit avec le nord du Nigeria, dont les habitants sont de la même ethnie, de la même religion que certains habitants du sud du Niger. Et peut-on faire la guerre contre ses propres frères? Il y a cette difficulté. Et quand on va en guerre, il y a toutes des destructions, au fil bien des vies humaines que des infrastructures qu'il faut reconstruire. Je suis vraiment gêné simplement qu'au Niger, comme au Mali, comme au Burkina Faso, tout en dénonçant la présence française, ce qui est légitime, puisque on veut être indépendant, souverain, on agite le drapeau russe, où on appelle Wagner au secours, ce qui veut dire que nous ne nous sentons pas capables de le prendre en charge. Il nous faut nécessairement un sauveur. Avec cette mentalité, le sauveur peut être l'armée, le messie peut être l'étranger, la Russie ou la France, alors que c'est le peuple qui doit être lui-même son sauveur. Donc éviter vraiment une solution militaire, tentons toutes les démarches au plan diplomatique pour que la raison triomphe. C'est ça. Étant donné que même après une guerre, on se retrouve toujours autour d'un tas de négociations pour fixer les conditions de la paix. Alors, professeur Olo, on vous connaît comme un anti-putsch et défenseur des droits de l'homme et de la démocratie, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ne pensez-vous pas qu'il est enfin temps de tourner la page des coups d'État en Afrique? C'est parce que je suis contre les coups d'État
que je suis partisan de l'alternance démocratique, qui se définit comme une faculté juridiquement organisée au profit de partis politiques ayant des projets de société différents, de se succéder au pouvoir selon les règles démocratiques de dévolution des exercices du pouvoir fondées sur la souveraineté du peuple. Voilà pourquoi dans notre pays, je crois depuis 2011, même si le statut a été modifié en 2019, il existe un statut de l'opposition où il existe un chef de l'opposition qui a un rôle, qui a une place protocolaire. De la même manière, il est prévu dans le texte de 2011 que sur les questions d'intérêt national, le président consulte nécessairement le chef de l'opposition comme il peut le consulter sur des questions d'ordre général. Mais le statut de 2019 transforme cette obligation en faculté. Mais ce statut existe. De la même manière, il existe un statut des anciens présidents de la République pour qu'ils aient une vie décente en sortant du pouvoir, pour qu'ils ne soient pas tentés de vouloir recourir encore à d'autres moyens pour revenir au pouvoir. Tous ces mécanismes participent de la pacification de la vie politique. C'est pour cela également que les organisations doivent être crédibles. Et vous allez constater qu'au Bénin, à un moment donné, et même le conseil électoral aujourd'hui est dans la même logique. Au niveau de la Sénat, il y avait une représentation paritaire et de l'opposition et de la majorité parlementaire et un représentant de la société civile. Et jusqu'à récemment, le code électoral prévoit des délégués, des observateurs dans les bureaux de vote et le Parlement a toujours dans chaque bureau de vote, selon ce code électoral, deux représentants. L'un désigné par la mouvance présidentielle, l'autre désigné par l'opposition pour qu'il y ait ces deux regards. Et si vous lisez notre constitution, alors que la plupart des constitutions pour l'élection présidentielle affirment que la Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection présidentielle, en proclame les résultats, la Cour constitutionnelle, la Constitution du Bénin dit que pour l'élection présidentielle, la Cour veille à la régularité de l'élection, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu constater par elle-même et proclame les résultats. Ce qui fait que la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle déploie des délégués dans tous les bureaux de vote depuis la mandature du président Doussou Robert qui en avait déployé, je crois, 3000. Quand j'ai été président pour l'élection 2016, on avait déployé près de 37 000 parce qu'il y en avait près de 13 000 bureaux de vote. Il fallait 2 par bureau de vote parce qu'il y a eu un effort du gouvernement pour nous donner les moyens. Du temps de Doussou Robert, c'est grâce à l'OIF et à d'autres partenaires qu'on a pu avoir ce financement. Sinon, la Cour envoie simplement quelques délégués. Or, nous, depuis Doussou Robert, on a voulu qu'il y ait des délégués permanents de l'ouverture du bureau de vote jusqu'à l'affichage des résultats après dépouillement en présence des électeurs. Le pouvoir, c'est pas pour le plaisir de celui qui est au pouvoir. Parce que lorsque celui qui est au pouvoir investit pour y arriver, mais il va rentabiliser son investissement quand il est au pouvoir, puisqu'il vous a déjà payé. Donc maintenant, il faut qu'il rentabilise son investissement. Là aussi, il y a l'éducation citoyenne qu'il faut faire pour que les partis politiques éduquent les citoyens, à savoir que sur la base du programme et de la crédibilité du programme et de la qualité, de la sincérité des hommes que vous devez faire votre choix. Parlons toujours de la situation au Niger. Une issue consisterait-elle à laisser la junte diriger la transition? Ne serait-elle pas synonymie de validation ou d'acceptation de coup d'État? Non, c'est-à-dire que généralement, c'est le cas du Mali qui a fait tâche d'huile quand Goïta a fait son coup d'État au civil, puisque déjà, contre ATT, c'est un civil. Et c'était le président de l'Assemblée nationale, conformément à l'ordre constitutionnel. Et je crois aussi que le cas aussi, nous l'avons connu au Bénin, quand il y a eu la tension entre Apiti et Oumandigbé. Je crois qu'en novembre, l'armée était intervenue et c'est Kongaku Taïrou, président de l'Assemblée nationale, puisque l'armée a écarté aussi bien Apiti qu'Oumandigbé, c'est Kongaku Taïrou, président de l'Assemblée nationale, constitutionnellement, qui est devenu président. Et c'est le 22 décembre en 65, donc après quelques jours, qu'on est intervenu. Si la Constitution prévoit celui qui doit assurer l'intérim au Niger, on peut, comme ça a été fait au Mali du temps de ATT, trouver une solution, pas forcément le retour de Bazoum. Si ça par exemple pose problème, le vice-président n'est pas là pour finir le mandat, mais fait une transition pour qu'on négocie les termes du nouveau contrat social. Qu'est-ce qui ne va pas dans la Constitution? Comment faire pour que l'alternance démocratique devienne une réalité, que ce ne soit pas le président qui s'en va, qui fait élire son dauphin, ce qui crée des frustrations par rapport à l'opposition qui se dit, il monopole le pouvoir, on n'a pas d'autre choix que de recourir à la force. Or, il faut qu'ils aient la possibilité, à travers la
la confiance du corps électoral qui va s'exprimer par la qualité du processus électoral. D'accord. Si l'option de l'intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel s'avérait la seule issue, quel sera votre sentiment, professeur? D'un échec. Un échec. D'un échec, parce que en voulant créer la CEDEAO, ou en créant la CEDEAO, c'est un espace de paix, de liberté et de progrès social. Ce n'est pas un espace de conflit. Nous aurons échoué, non pas parce que nous avons fait la guerre, mais nous n'avons pas réussi à faire fonctionner les mécanismes juridiques de gestion et de régulation des conflits. Or, n'oubliez pas qu'il existe au niveau de la CEDEAO un protocole pour la prévention et la gestion et le règlement des conflits. Il faudra alors voir ce mécanisme pour que nous fassions de la prévention, que nous sentions déjà les signes avant-coureurs de l'approche de l'ouragan ou de la tempête pour pouvoir intervenir et ne pas attendre d'abord que la tempête se déclenche avant de dire que nous allons trouver une solution. C'est ça. Donc ce sera à mon avis un échec. D'accord. Merci en tout cas, professeur, pour ce regard-là sur la situation actuellement au Niger. Alors, du Niger, revenons cette fois-ci au Bénin, oui, pour écumer plusieurs facettes de l'actualité. Le 1er août dernier, notre pays, le Bénin, commémorait son accession à la souveraineté nationale et internationale. En 63 ans d'indépendance, quels sont les acquis enregistrés selon vous, tant au plan politique, démocratique et en termes de développement, professeur? Vous savez, la démocratie, c'est un long fleuve qui n'est pas toujours tranquille. Il y a des hauts et des bas. Vous savez que les États-Unis ont fait leur ligne de libération, qu'ils ont eu leur indépendance. C'était 13 colonies de la Grande-Bretagne en 1777. Ils ont eu leur constitution en 1787. Et ils ont toujours pratiqué la démocratie. Et mieux, il n'était pas prévu de limitation des mandats. Le président George Washington a fait 2 mandats, malgré les insistances. Il a refusé de faire un 3e mandat. Cela a été respecté jusqu'à Roosevelt, qui, avec la crise de 1929, a été le président en 1932. Ce mandat a été reconduit en 1936. En 1940, ce mandat a été reconduit parce qu'il y avait déjà la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1944, ce mandat a été reconduit et il est mort avant la fin de ce 4e mandat. Mais dès que Truman est arrivé, Truman a fait adopter en 1947 un amendement à la Constitution pour qu'on écrive dans la Constitution la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Donc c'est déjà une évolution par rapport au respect de la limitation des mandats qui n'était pas inscrit dans la Constitution. Vous connaissez l'histoire de Trump, qui par tous les moyens a voulu par des manipulations empêcher par la force en faisant prendre d'assaut le Capitole au moment où on devait certifier contre l'avis de son vice-président la certification des résultats des élections qui donnaient la victoire 2-21 à Joe et Biden. Il fait l'objet de poursuites. Et pourtant, c'est une démocratie qui a plus de 2 siècles d'existence. Donc il y a des hauts et des bas. D'où la nécessité de former les citoyens aux règles de fonctionnement d'une démocratie. Je crois que nous avons eu la chance, à part le cas malheureux des élections législatives de 2019, où pour la première fois il y a eu des tirs à balles réelles, à part ce cas, et en 2021, le cas que des candidats à l'élection présidentielle aient été condamnés comme terroristes sont des moments difficiles pour le démocrate que je suis, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont dans le préambule de notre Constitution, prévoit que tout citoyen a le droit de participer librement à la gestion des affaires de l'État. Donc si vous remplissez les conditions, vous allez être candidat. Ce qui fait que la Cour constitutionnelle, même lorsqu'il y a des recours contre certains candidats pour dire qu'ils ne sont pas crédibles ou qu'ils ont des dossiers en cours, tant qu'ils n'ont pas une condamnation définitive, puisque la présomption d'innocence, leur candidature a été validée. Donc c'est pas le droit que ces questions-là sont réglées. Ce sont des tâches pénibles dans notre système démocratique. Mais vous devez observer, comme je vous l'ai rappelé, que depuis 1991, tous les présidents sont arrivés au terme de leur mandat, ce qui leur donne la stabilité nécessaire pour mettre en œuvre leur programme. Tous les présidents ont respecté la limitation des mandats et ont respecté les décisions, ont respecté les résultats des élections. Kékou a été battu en 1991, il est parti, même s'il est revenu après. Le président Sougoulou a été battu en 1996, il est parti, il n'a pas soulevé la population pour contester les résultats. Ce sont des acquis par rapport aux premières années de notre indépendance où il y avait l'instabilité.
nous étions les champions des coups d'État. Or, je vous ai dit que s'il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas possibilité d'avoir des investissements et d'attirer des investissements. Donc c'est déjà un acquis. Comme il y a des hauts et des bas, je considère que les événements sont de 2019, 2021, sont de mauvais souvenirs. Mais un pas doit être fait pour que les élections soient inclusives, pour que le pardon intervienne, que ceux qui sont aujourd'hui détenus pour des raisons politiques puissent retrouver la liberté. Puisque dans notre constitution, il est dit que nous ne devons pas contraindre des gens à l'exil. Parce que c'est ça que nous avons connu pendant la période révolutionnaire et c'est comme ça que la constitution a prescrit ceci dans la constitution. Et que ceux qui sont en exil, pour des raisons politiques, puissent retrouver le pays. Si vous allez à la conférence nationale, avec la participation de ceux qui étaient exilés et qui ont été autorisés à revenir au pays et qui ont apporté leur contribution à la réflexion commune. Vous savez, pour moi, le développement, c'est garantir aux citoyens le pain, c'est leur garantir aussi la liberté et c'est leur garantir la route, c'est-à-dire les infrastructures. C'est ça. Vous voyez que le Bénin change. Même avec le pouvoir actuel, il y a, du point de vue des infrastructures, beaucoup de changements. Et je crois qu'après le cas pénible de la période révolutionnaire où les salaires n'étaient pas payés, au moins les salaires sont aujourd'hui régulièrement payés. Ce qui veut dire que le pain est plus ou moins garanti. Mais il faut que la prospérité soit collective, que ce ne soit pas simplement quelques privilégiés qui s'approprient les richesses de la République. Il faut que cela se ressente au niveau de la population. Professeur Olo, vous semblez dire que la prospérité n'est peut-être pas partagée. Il est vrai, aujourd'hui, il y a l'Arche, comme il y a eu le RAMU à un moment donné, le régime d'assurance maladie et universel, pour permettre aux citoyens d'avoir le minimum vital pour se sentir à l'aise. Donc c'est un constat qui est évident. Vous savez, dans certains pays développés, le niveau des salaires, c'est de 1 à 5. Vous apprenez au Bénin que des gens gagnent 15 millions, 8 millions, alors que le SMIC est à 52 000 francs. Pourquoi ne pas diminuer les salaires du haut pour relever un peu plus les salaires du bas pour qu'il y ait un resserrement? Ce n'est pas une répartition forcément équitable parce que ça dépend de la qualité de vos prestations pour la République. Ça, il faudra aussi en tenir compte. Mais nous allons qu'ils aient les moyens d'avoir le minimum pour se sentir à l'aise. Mais il faut que nous fassions l'effort de nous considérer non pas comme des adversaires ni des ennemis, mais comme des frères n'ayant pas peut-être la même vision des choses. Et c'est le dialogue qui nous permettra de trouver le consensus. Voilà pourquoi je suis peiné pour ceux qui, pour des raisons politiques, sont détenus. Et j'ai toujours prié et plaidé pour qu'ils retrouvent leur liberté, et qu'ils continuent à contribuer au développement du pays. Sachez-moi, c'était une question de principe. Alors, y a-t-il des aspects à revoir? Vous jetez là quelques pistes de solutions pour mieux repositionner le Bénin? Je crois que la meilleure chose à faire, c'est nécessairement œuvrer pour la paix. S'il n'y a pas la paix, quelles que soient vos qualités, vous n'aurez pas le positionnement qui vous convient et vous n'aurez pas le respect des autres. Professeur Olo, le Bénin actuellement ne vit-il pas dans la paix? Le Bénin vit dans la paix, ce qui lui permet de pouvoir lever des fonds au plan international, ce qui lui permet de pouvoir parler d'une voix écoutée, audible au plan extérieur, parce que nous avons une expérience à partager. Nous n'aurions pas cette visibilité. Et la paix est le produit de la mise en œuvre et le respect des exigences de l'état de droit et de la démocratie au Bénin. Alors, on sent le président de la République donner une réponse structurelle à la demande sociale à travers sa politique hautement sociale, la politique donc du hautement social. Comment analysez-vous les actions, des décisions du gouvernement dans ce sens jusque-là? Je vous ai dit que je ne suis plus un acteur politique de la vie politique. Je suis un observateur. Oui. Je crois que ce sont les citoyens intéressés qui peuvent vous dire l'impact du hautement social sur leur vie quotidienne, parce que j'aurais beaucoup de prétentions à parler en leur lieu et place. Mais vous êtes un citoyen parmi tant d'autres. Soit à critiquer, soit à approuver. Je vous ai parlé par exemple du SMIC qui est passé à 52 000. C'est déjà un pas par rapport au SMIC dans certains pays de la sous-région où ça évolue. Au Cameroun, c'était 35 ou 32 000, entre 35 et 40 000. Pourtant, le PIB n'est pas le même entre le Bénin et le Cameroun. C'est déjà un effort. Je crois que même le personnel considéré comme domestique pour les gens de l'informel sont tenus d'être déclarés à la sécurité sociale pour une prise en charge au niveau social. C'est déjà des pas. Mais qu'en pensent les bénéficiaires? C'est eux qui pourront en parler de façon beaucoup plus pertinente que moi. Moi, je vis ça de très loin. Est-ce que
les 52 000, compte tenu du coût de la vie aujourd'hui, est suffisant? Comment faire pour y aller? J'ai dit qu'il y a un écart trop grand entre les salaires. Peut-être qu'en diminuant certains salaires du haut, on peut aller de 52 000 à peut-être, je ne sais pas quel montant, mais qui tienne compte du pouvoir, du coût réel de la vie pour que les gens aient le minimum vital pour leur survie. Voilà pour dire que c'est les bénéficiaires qui doivent pouvoir dire les avantages ou les insuffisances qu'ils observent. Sinon, ce serait de la théorie de ma part et ce serait prétentieux. Alors, une question de curiosité, professeur Théodore Olo. Vous êtes ami à Patrice Talon ou opposant à son régime? Je vous ai dit que je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'adversaires. J'ai été invité en tant que président de la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle au défilé du 1er août. J'ai fait de présence. Je ne peux pas dire que le président est mon ami ou mon ennemi. Moi, je n'ai pas d'adversaire, je n'ai pas d'ennemi. Mais nous ne pouvons pas partager la même opinion sur la diversité qui est une richesse. Dans une famille ou dans un groupe, chacun a son opinion. Mais en mettant les côtés positifs de nos opinions, nous irons loin. Donc, personnellement, je n'ai pas d'adversaires politiques. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même ceux qui ont d'autres points de vue que moi, je discute librement avec eux, comme des frères. Moi, je sais que je ne détiens pas la vérité absolue. Alors, à quand on remonte à vos derniers échanges avec le président Patrice Talon et de quoi avez-vous parlé? Ah non, mes échanges, c'est qu'il était président de la Cour constitutionnelle. Il me consultait régulièrement. Nous échangeons sur les problèmes liés à la vie de la République, à la vie des institutions. Je lui donnais mon point de vue, il m'apportait son éclairage. Mais quand je ne suis plus président de la Cour, nous n'avons plus d'occasion de nous rencontrer. Quand on se voit pour le 1er août, on se salue. Bon, quelquefois on échange des banalités, mais ça s'arrête là. Rien de plus. Rien de plus, oui. Alors, avez-vous mené des démarches pour le rencontrer sur certainement des sujets qui vous tiennent à cœur? Non, pourquoi? C'est pas nécessaire, puisque je sais que le président n'est pas souvent un homme libre. Je ne crois pas que je détienne dans la vérité là des conseils autour de lui. S'il estime que mon éclairage peut être utile, qu'il veut me consulter, si je suis dans le pays, je me rendrai à son invitation. Mais je ne sais pas pourquoi je vais le solliciter exprès pour dire que j'ai quelque chose à lui communiquer. Je n'ai pas cette habitude. Par exemple, le président Solo, quelquefois il m'appelle, il m'invite, ou nous déjeunons, où je vais le voir, on discute, on échange. Sur quel sujet? Des sujets d'intérêt? Aussi bien d'intérêt historique, intellectuel, la politique internationale et autres, oui. C'est ça. Alors, quel devrait être le rôle des intellectuels comme vous, justement, professeur Olo, vis-à-vis des gouvernants et des populations dans notre processus de développement, de manière générale? Chacun a sa mission. Nous, en tant qu'intellectuels, selon l'éducation que nous avons reçue, nous devons dire ce que nous pensons, sans avoir la prétention de croire que nous détenons la vérité. Cet éclairage peut inspirer ceux qui agissent à corriger le tir ou à davantage expliquer leur position pour se faire comprendre des bénéficiaires de leur politique. C'est l'autre avantage. Nous n'allons pas nous substituer à ceux qui sont là parce qu'ils vivent des réalités que nous ne maîtrisons pas en tant qu'intellectuels parce que nous sommes hors du pouvoir. C'est quand on est dans l'appareil qu'on se rend compte des pesanteurs. Et là, ils peuvent nous expliquer leurs pesanteurs et notre réflexion peut nous permettre de dire peut-être que si on prenait comme ceci, on peut dépasser ces pesanteurs. Là, je n'aurais pas la prétention de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Non, parce que je sais que c'est pas les mêmes réalités. Votre vision dépend de votre position. Là où quelqu'un voit un 6, vous voyez un 9. Parce que vous êtes de l'autre côté, celui qui est ici voit un 9, celui qui est là-bas voit un 6. Donc tout dépend de votre position. Parlant de certaines personnalités qui sont en détention, on évoque de plus en plus une loi d'amnistie. Serait-elle opportune? C'est l'amnistie qui est le plus indiqué. Parce que l'amnistie efface la peine. Ça ne figure plus au casier judiciaire. Or, la grâce interrompt l'exécution de la peine, mais n'efface pas la peine qui demeure inscrite au casier judiciaire. Si ceux-là sont graciés, et le président Gbagbo en a fait l'expérience avec la casse de la BCAO à Bouaké, il a été gracié, vous avez bien vu qu'il n'a pas été inscrit sur la liste électorale, parce que la peine n'a pas été effacée. La grâce n'efface pas la peine. Or, l'amnistie efface la peine. Donc, le mieux indiqué, c'est l'amnistie, de mon point de vue. Alors, pensez-vous que cela pourrait réellement décrisper
l'atmosphère sociopolitique au Bénin? On ne sait pas si on ne sait pas. Donc il faut essayer. Et je pense que ça doit y contribuer parce que ceux qui sont en prison ont des amis, ont des familles. Quelquefois, les familles sont disloquées. Il faut en tenir compte. Et ceux-là qui ont des familles, des sympathisants, ont des positions hostiles au pouvoir, qui créent cette condition difficile à leurs fils, à leurs frères ou à leurs amis. Peut-être qu'ils ne verront pas les côtés positifs, ils ne seront braqués que les aspects positifs au regard de leur vécu quotidien. Voilà pourquoi l'amnistie participe de la décrispation. Et vous avez une expérience à la Conférence nationale. Tous ceux qui ont participé venaient de l'extérieur, les personnalités venaient de l'extérieur, étaient des exilés politiques. Et vous avez vu que ça a été une atmosphère de détente. Nous avons recherché ensemble le compromis utile pour préserver la paix et la stabilité dans le pays. Et depuis 90, même quand on perd les élections, mais on s'en va, la vie continue. Certains, à contrario, pensent que user d'amnistie serait faire la promotion sans doute de l'impunité. Votre avis sur le sujet, professeur Olo? L'impunité par rapport à quoi? Quel est le crime qu'ils ont commis? Ils ont tiré sur des gens. Lorsqu'on parle de terroristes, c'est parce qu'ils ont cassé des maisons, ils ont tiré sur des gens. Vous pouvez me citer quelqu'un qui a été tué par l'un d'entre eux? Pour qu'on puisse dire qu'il y aurait impunité, vous allez me dire un bâtiment public qu'ils ont essayé d'incendier pour qu'on me dise qu'il y a impunité? Voulons-nous la paix ou voulons-nous la guerre? Je vous ai dit que moi je suis partisan de la paix. Je ne veux pas la guerre. Et pour préserver la paix, il faut que les gens recouvrent leur liberté. Sinon, nous créons des tensions. On ne sait pas quand est-ce que cela va exploser. Et je ne souhaite pas que ça explose. Cette fois-ci, allons, président Théodore Olo, à la Cour constitutionnelle, oui, que vous avez eu l'honneur de diriger. Quelle est votre appréciation à la date d'aujourd'hui de la configuration de cette mandature? Vous savez qu'il existe une tradition qui a été respectée par mes prédécesseurs et que je respecte. Je n'apprécie pas en public les actes ou la composition de la Cour. Si je rencontre des amis de la Cour, je peux échanger avec eux, comme je vous l'ai dit, parce que je ne détiens pas la vérité. Ils pourront m'apporter leur éclairage pour me permettre une meilleure compréhension. N'ayant pas fait cela, ce sera la prétention de ma part de faire un jugement de valeur. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. C'est mon principe, donc je n'apprécie pas. D'accord. Nous vous le concédons. Comment appréciez-vous alors les décisions qui s'y prennent depuis l'installation Totogo? Je suis dans la même logique. Je n'apprécie pas. Est-ce à dire que vous êtes dans une posture peut-être mitigée? Jusque-là, y a-t-il des décisions qui ont été prises? Et même de votre regard peut-être de citoyen, vous avez été perplexe par exemple? Vous savez que aujourd'hui, je ne suis pas simplement un citoyen, je suis un ancien président de la Cour constitutionnelle. Vous me demandez d'apprécier ce qui se fait. Je voudrais vous rappeler que dans Forum for Africa, dans les statuts, il est dit que les anciens présidents doivent être des facilitateurs. Ils connaissent la difficulté de la tâche, ils doivent aider ceux qui sont là à réussir leur mandat. Et pour réussir ce mandat, ils ne prennent pas de position publique sur le président en exercice. Dans certains pays, le président de la République consulte l'ancien président de la République. Et c'est là qu'ils peuvent échanger, qu'ils peuvent donner leur opinion. Parce que lorsqu'ils donnent leur opinion, ils ne sont plus des facilitateurs. C'est des crises. Ils peuvent être exclus du jeu. Alors qu'ils ont la possibilité de discuter avec celui qui est là. Je suis dans la même logique avec la Cour constitutionnelle. Donc quand je parle du président de la République, c'est par rapport, je pensais déjà au Forum for Africa. C'est ça. Donc de ce point de vue, si je vois un ami de la Cour que je ne suis pas d'accord ou que je suis d'accord avec certaines choses, en tête à tête, je le lui dis. Vous savez, je l'ai dit quand on a fait les mélanges au niveau de la Cour constitutionnelle. Tous les jours, j'ai rappelé la prière que je fais par rapport à la Cour. Laquelle? Je dis Seigneur, je vous remercie pour la mandature actuelle de la Cour constitutionnelle que je vous confie. Inspirez à leurs membres l'esprit de sagesse en vue de la préservation de la paix nationale, de la cohésion sociale, de la stabilité des institutions de la République par la crédibilité et la légitimité de leurs décisions. Tous les jours, c'est ma prière. C'est assez fort en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut vous dire que je connais la valeur de la Cour pour la préservation de la paix dans le pays. Je vous ai dit que depuis 90, depuis la Constitution de 90, quand il y a des tensions entre les pouvoirs publics, ce n'est plus l'armée qui intervient pour régler, comme c'était le cas avant la Conférence nationale, mais c'est la Cour. Que la Cour continue dans cette logique et continue à bénéficier de la confiance des acteurs qui ne soient pas tentés de solliciter d'autres structures pour réguler les conflits entre les pouvoirs publics. Que Dieu leur inspire cette sagesse-là. Leur rappeler quand on m'a offert les mélanges. C'est ma prière quotidienne. Éventuellement, vous avez des attentes par rapport à cette Cour-là pour mener à bien leur mandature? Oui, mais que la Cour, à la fin de
ce mandat garde toujours la confiance des citoyens. Parce qu'on leur fait confiance, on se dit, s'il y a une crise, j'ai au moins un arbitre qui est impartial. Je ne vais pas recourir à la violence pour régler mon problème, puisque je peux compter sur la qualité de l'arbitre. Donc c'est ça ma prière. Donc je souhaite qu'à la fin de leur mandat, le peuple soit satisfait d'avoir pu avoir une juridiction ou une institution qui lui a permis de faire régler ses problèmes. Alors, professeur Olo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais on ne peut pas vous avoir comme invité sans évoquer cette préoccupation. Pourquoi l'opinion publique pense chaque fois que la Cour constitutionnelle, indépendamment des mandatures, est inféodée au pouvoir et aux forces de l'opposition? Vous savez que nous sommes en démocratie et que chacun est libre de ses opinions. Qui me porte des faits concrets prouvant ou confirmant leur affirmation? Et là, je peux discuter de ces faits concrets. Et comme vous l'avez dit tantôt, la preuve est la rançon du droit. C'est une exigence. D'accord. Je ne fais pas d'affirmation gratuite. C'est ça. Y a-t-il une réalité qui pourrait expliquer ce sentiment? On a même vu une mandature de la Cour au Bénin préférer l'expression de méconnaître tel ou tel article de la Constitution à celle habituelle et de violer la Constitution, vous avez rappelé. Vous savez, c'est une pratique dans la Constitution, dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, parlant de méconnaître et de violation. En tant que juriste, l'analyse que j'en fais, parce que je l'ai aussi utilisé de mon temps, lorsque je parle de méconnaître, c'est ne pas avoir connaissance du contenu ou des exigences de ce texte. Donc, c'est une ignorance qui est peut-être de bonne foi. La violation, c'est de connaître l'exigence de ce texte et malgré cela, de n'avoir pas tenu compte de ce texte. Donc, il y a une nuance entre violation ou méconnaître. Mais dans un cas comme dans l'autre cas, c'est le non-respect du texte. Mais il y a un non-respect de mauvaise foi parce qu'on en connaît l'exigence et un non-respect de bonne foi parce qu'on en ignorait l'exigence. C'est ça la nuance. Non-respect, mais je n'ai pas respecté tout en sachant que cela me l'interdit. C'est ça. Monsieur Olo a-t-il été heureux d'être président de la Cour constitutionnelle? Écoutez, c'est un honneur que m'ont fait mes collègues au niveau de la Cour de me donner cette opportunité à ce niveau de servir la République. C'est ça. Donc je ne peux que m'en réjouir et je crois que j'ai fait du mieux que j'ai pu pour que ce qu'on attend de la Cour soit une réalité, à savoir œuvrer pour la stabilité des institutions de la République, pas la qualité des décisions. Œuvrer pour la préservation de la paix ou de la cohésion nationale. C'est ça. Alors, avec le recul, quels sont vos regrets, vos remords sans doute, par rapport à cette expérience-là que vous avez vécue? Écoutez, je ne peux pas dire que j'ai des remords ou que j'ai des regrets. J'ai fait à mon âme et conscience ce que ma culture, mes convictions me dictaient. Et j'ai assumé toujours les décisions que j'ai eu à prendre au niveau de la Cour. Quel palier notre Cour constitutionnelle doit-elle encore franchir au regard de votre science et de vos expériences, professeur Olo? J'ai peut-être quelques préoccupations au niveau de la Cour. Allez-y. D'abord, la parité n'est pas respectée au niveau de notre Cour. Quand je prends la constitution de la RCA de 2016, je crois, avant la nouvelle constitution qui vient d'être adoptée, qui n'est pas encore appliquée, c'est la parité hommes et femmes. Ils étaient, je crois, 7, il devait y avoir 3 femmes et 4 hommes. Or, nous, tantôt c'est une seule femme. La première mandature, je crois que c'est Madame Poyon qui était la seule femme. Et ensuite, sur 7, il y a 2 femmes. Le maximum que nous ayons eu, c'est 2 femmes, alors qu'ils sont 7. Pourquoi ne pas avoir 3 ou 4 femmes? Deuxième élément, préoccupation, c'est augmenter le nombre et assurer un renouvellement par tiers pour garantir la continuité de la jurisprudence. Par exemple, dans la nouvelle cour qui est là, aucun membre n'était dans la précédente juridiction. Quand nous sommes arrivés avec Dosso Robert, aucun membre n'était dans la précédente juridiction. Heureusement qu'il y avait Madame Afouda qui avait été pendant 10 ans secrétaire générale de la cour avec Madame Ouessou. Grâce à sa présence, il nous rappelait certaines
jurisprudence de la Cour pour voir si nous devons continuer avec cette jurisprudence ou si nous devons l'ignorer. Donc il faut assurer la continuité de la jurisprudence. Je crois que ce sont les éléments essentiels pour améliorer la composition. Je dis bien la composition de la Cour. C'est bon, étant donné que la Cour tranche des débats politiques sur la base des règles judiciaires. Oui. Il y a des représentants de la vie politique, des acteurs politiques. Vous savez que dans la première mandature, il y avait le président Banga, qui était ancien président de la République, qui connaît bien les problèmes, les difficultés de la vie politique. Mais qui est aussi des constitutionnalistes. Comme il doit y avoir aussi des avocats spécialistes du droit privé, des magistrats qui sont spécialistes du droit privé, mais aussi des constitutionnalistes, puisque quelquefois, c'est la conformité à la Constitution qu'il faut apprécier. Donc il faut connaître les règles constitutionnelles. Mais la question des libertés et autres, c'est les privatistes comme les constitutionnalistes sont à l'aise là-dessus. Donc il faudrait en tenir compte. Ne pas prendre simplement des personnalités pour leurs compétences professionnelles, mais leur connaissance aussi de la vie politique, parce que c'est des questions d'autres politiques qui sont généralement tranchées au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais là, c'est l'expérience qui montre les améliorations qu'on pouvait introduire. Il faudrait aussi réintroduire la saisine directe de la Cour par les citoyens, non pas simplement par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité, non pas simplement contre les lois qui sont censées porter atteinte aux droits fondamentaux, mais que cette opportunité qui a été reprise par la Constitution de la RCA à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure et par Madagascar. Vous savez, les Français n'avaient pas cette formule. Ils avaient des amis burkinabés qui, au niveau de leur conseil, de leur cour constitutionnelle, ne l'avaient pas non plus. Quand les Français ont décidé en 2008 par leur réforme d'avoir la question prioritaire de constitutionnalité où un citoyen peut élever une réserve par rapport à l'application d'une loi, si ça relève du droit administratif, c'est le Conseil d'État qui va d'abord apprécier avant de transmettre ça au Conseil constitutionnel français. Si ça relève du droit privé, c'est la Cour de cassation qui doit d'abord apprécier ça. Les Burkinabés ont commencé à applaudir. Vraiment, QPC. Nous n'avons pas entendu les Français en 90 pour le mettre dans notre Constitution. Parce que c'est le système de l'amparo que les Allemands et les Latino-Américains utilisent. Et les Allemands l'utilisent parce qu'ils ont connu des violations massives des droits de l'homme avec le régime nazi de 1903 à 1945. Or, nous avons connu les violations des droits de l'homme avec le PRPB. C'est pour cela que le citoyen peut saisir la Cour sur une époque qui était censée porter atteinte à la Constitution. Il ne faut pas oublier ce pan de notre histoire. Donc je pense que cet élément mérite d'être rétabli. Voilà, on va faire un tour pour finir à l'Assemblée nationale, au lieu politique. Comment appréciez-vous le retour de l'opposition justement au Parlement? Vous savez que le Parlement est le lieu d'échange entre les différentes forces politiques dans le pays. Lorsque vous n'avez qu'une seule opinion dans l'Assemblée, on dit jamais lorsqu'on attend qu'une cloche, on attend qu'un son. Et le Parlement régule la confrontation pacifique des idées pour que la lumière jaillisse. Et on dit généralement, la démocratie, ce n'est pas simplement la loi de la majorité, mais le respect des droits de l'opposition et de la minorité. Je vous ai dit que du temps du président Soglo, à partir du remaniement ministériel de 1993, l'opposition est devenue majoritaire au Parlement. Et en 2015, l'opposition était devenue majoritaire au Parlement. Elle enseigne que le président n'a pas pu faire élire son candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Et la Cour constitutionnelle, du temps de Mme Ouensou, et nous avons continué avec Dosso Robert et avec moi, veille à ce que dans les organes où le Parlement devait être représenté, aussi bien au niveau de la Haute Cour de justice qu'au niveau des parlements, de la CEDEAO, de l'Union africaine, qu'il y ait toujours une représentation de la minorité, de l'opposition, pour faire équilibre. Et en France, par exemple, à l'Assemblée, je crois que c'est l'opposition qui dirige toujours la commission des finances, même quand l'opposition est minoritaire et au Parlement, pour que chacun apporte sa contribution, parce que c'est le lieu de confrontation pacifique des opinions. Et c'est organisé pour ça, pour éviter que la confrontation des idées ne se fasse dans la rue. Quelle sera, pour cette question de curiosité, votre posture si entre-temps il vous était proposé une nomination par le président de la République?
D'abord, je crois avoir dit que j'ai fini ma vie politique. Je me souviens qu'une année, le président Yayi voulait d'abord savoir en 2016 si j'étais candidat à l'élection présidentielle. J'avais la chance d'avoir servi la République jusqu'à ce niveau. Cela ne fait pas de mes ambitions. Et le président Yayi me chahutait. Il dit voilà le seul qui ne veut pas être président de la République. J'étais allé en 2005 avec Madame Pognon, invité par l'USAID au Rwanda pour réfléchir sur leur constitution. Et les Américains, la dame de l'USAID dit vous serez candidat en 2006 à l'élection présidentielle. Moi, on vous l'a dit, moi je ne suis pas intéressé. Je crois que je ne sais plus si c'était en 2019 ou en 2018 où une élection on me disait si je ne veux pas être candidat, j'ai déjà dépassé la limite d'âge, j'ai 75 ans. Une nomination peut être utile à la République, je peux servir, mais si c'est pour une ambition, pour me faire valoir, j'en ai plus besoin. Et on n'a pas besoin d'avoir une nomination pour être utile à la République. Si on pense que mon expertise dans ce domaine peut servir à quelque chose, on peut me consulter également, discuter avec moi. Je ne veux pas me priver d'apporter cette lumière. Je l'ai acquise grâce à l'éducation que j'ai eue. Et j'ai fait mes études parce que, il est vrai, mes parents, à l'école primaire, moi, dans une école confessionnelle, ils ont pris en charge, mais depuis le collège jusqu'à l'université, j'ai bénéficié d'une bourse. C'est pour faire la thèse que j'ai dû travailler pour continuer mes études. Donc, c'est pour cela que, malgré les propositions qui m'étaient faites en France, je suis rentré au pays pour servir mon pays. À l'époque, on devait faire le service patriotique et gagner 20 000 francs. J'étais prêt pour le faire. Je suis rentré en mars 1979 et j'ai commencé à travailler en avril 1979. Donc, si on a besoin de mes conseils, si on pense que je peux être utile, je peux donner des conseils sans avoir besoin nécessairement d'une nomination. Il y a de plus jeunes qui peuvent occuper ces postes, qui ont la vigueur physique, qui n'ont peut-être pas l'expérience intellectuelle au top, avec la vie quotidienne, ils vont enrichir leur propre expérience. Alors, pour finir, comment appréciez-vous la réorientation, donc de la carte diplomatique axée sur l'économie, professeur Olo? La diplomatie, c'est d'abord entretenir des bonnes relations et défendre les intérêts de ses compatriotes à l'étranger, d'où les consulats et autres. La diplomatie servait d'abord à connaître l'état d'esprit de l'opinion du pays où on est. Vous voyez que les ambassadeurs étrangers qui sont ici, de temps en temps, reçoivent à dîner les acteurs politiques qui soient du pouvoir ou de l'opposition pour faire le point à leur pays sur l'évolution de la pensée par rapport à la vie politique. Ce qui va, ce qui ne va pas. Évidemment, les bonnes relations, créant la confiance, vous pouvez avoir leur soutien pour attirer des investissements. La diplomatie n'est donc pas qu'économique, mais il faut avoir aussi des investissements. Et je pense que aussi il y a beaucoup d'investisseurs qui sont des privés, qui ne sont pas nécessairement liés à un État. Vous voulez par exemple que Dangote vienne investir chez vous, c'est pas le Nigeria qui va le décider, c'est Dangote qui va voir au regard de ses intérêts s'il faut créer une cimenterie ici ou une raffinerie là, c'est pas la politique du Nigeria. Mais ce que j'ai regretté, et je l'ai toujours dit quand j'étais aux affaires étrangères, étant donné que nous nous occupions de différentes questions, nous devons voir au sein du corps diplomatique et des organes du ministère, des experts de tous les niveaux, avoir aussi des économistes qui approfondissent la réflexion pour qu'on n'occulte pas la dimension économique. La diplomatie a une dimension économique, mais la dimension économique n'est pas l'unique dimension de la diplomatie. Une dernière préoccupation avant de conclure cette émission, un mot sur les transformations qui s'opèrent depuis peu à la zone économique de Glodibé. Vous savez, le Togo a connu des zones spéciales. Il est vrai, Deng Xiaoping, pour booster l'économie chinoise, a créé des zones spéciales pour attirer des investissements à l'époque japonais, taïwanais, coréens, pour des produits destinés à l'exportation et non pas pour la consommation locale. Si c'est une politique nationale qui garantit la transformation de nos matières premières pour donner une valeur ajoutée avec les exemptions d'impôts pour sécuriser ces investisseurs et que cela crée des emplois, on ne peut que l'applaudir. Mais il ne faudrait pas que ce soit simplement une manière de sortir de l'argent du pays, ne pas faire des bénéfices et ne pas payer des impôts. Ces exonérations, c'est peut-être pour un temps déterminé. Je n'ai pas lu les modalités d'exercice de ces zones industrielles, mais la logique qui est la transformation pour une valeur ajoutée des matières premières, à mon avis, est une excellente chose. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez sans doute un mot de fin pour le conclure et un appel certainement
également à l'endroit de ses concitoyens qui vous ont écouté, ça fait un beau temps, et à l'endroit du peuple béninois de manière générale? Non, je pense que notre pays a besoin de paix. Nous devons œuvrer pour que la paix puisse exister, que nous nous considérions comme des frères, que nous n'avons qu'un seul pays, que nous ne devons pas le casser, pas même si nous avons des divergences. Nous devons accepter les mécanismes politiques ou juridiques de régulation de nos conflits. Nous ne devons pas chercher à avoir tout temps et raison et vouloir imposer notre raison par la force. Et je crois que la légitimité de ceux qui nous gouvernent se fonde non pas sur leur élection, mais sur la qualité de leur gouvernance. Parce qu'on peut avoir des lois scélérates, comme il y en a eu, on en a dénoncé des lois d'exclusion par exemple. Nous devons œuvrer pour préserver la paix nationale et la cohésion sociale. Et nous considérons comme des frères. Dans une famille, les frères et sœurs n'ont pas toujours la même opinion, mais ils ne détruisent pas. C'est rare qu'ils détruisent la famille. Le Bénin est notre famille commune. C'est notre maison commune. Si nous la cassons, c'est nous qui serons désormais des sans-abri. Donc évitons de la casser. Voyons comment nous pouvons améliorer cette maison pour que chacun se sente à l'aise dans son coin, dans cette maison commune. Le Bénin est notre maison commune. Travaillons à améliorer la qualité de la maison. Travaillons à améliorer notre vivre collectif en harmonie pour que nos enfants également puissent grandir, en bénéficier et agrandir cette maison commune. Merci à vous, professeur Théodore Olo. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission de Vous à nous pour le compte de ce dimanche 20 août 2023. On recevait le professeur Théodore Olo. Il est juriste, professeur des universités, homme politique. Notre invité pendant plus d'une heure a passé en revue plusieurs sujets liés à l'actualité nationale qu'internationale. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est Médard Holo qui a assuré la mise en onde. J'ai été assisté pour ce numéro de Sandrine Capo à ce micro en direct Aziz Adam Souley. D'ici là, portez-vous bien et à dimanche prochain.